Soudain, un étrange sentiment vous gagne, l'intuition que le parchemin perdu s'anime et se rappelle à votre souvenir. Vous retournez vers l'endroit où vous l'avez rangé. Le parchemin se déroule lentement jusqu'à se parer de ces mots. Tagazokavu, vous voyez, vous n'avez pas résisté à l'appel de la suite de cette histoire. Laquelle était-ce déjà ? Ah oui, il s'agissait de Arthas, l'ascension du roi Lich par Christy Golden. C'est ainsi qu'elle se poursuit. Comme vous pouvez le voir, Votre Altesse, dit le lieutenant-général Aedelas Landenoir, les impôts ont été bien utilisés. Toutes les précautions ont été prises pour l'exploitation de cette installation. En fait, la sécurité est si stricte que nous avons même été capables d'organiser des combats de gladiateurs. Je l'ai entendu dire, dit Arthas, tandis qu'il marchait avec le commandant des camps d'internement lors d'une visite des lieux. Fort de Durn, pas vraiment un camp d'internement, mais le centre névralgique de tous les autres, était un immense bâtiment et avait presque un air de fête. En ce jour d'automne frais mais clair, la brise faisait claquer énergiquement les bannières bleues et blanches qui volaient au-dessus du fort. Le vent agitait les longs cheveux couleur corbeau de Landenoir et agitait la cape d'Arthas tandis qu'il faisait le tour des remparts. « Et vous allez également le voir » promit Landenoir, offrant un sourire doucereux à son prince. Cette inspection surprise était une idée d'Arthas. Térénas avait loué son fils pour son initiative et sa compassion. « Ce n'est que justice, père » avait répondu Arthas, et il le pensait plus ou moins, bien que la principale raison de cette visite était de satisfaire sa curiosité sur l'orque apprivoisé que gardait le général. Nous devons nous assurer que l'argent va dans les camps et non dans la poche de Landenoir. Cette visite nous permettra également de nous assurer qu'il prend bien soin des gladiateurs et aussi qu'il ne prend pas la voie de son père. Le père de Landenoir, le général Aedelin Landenoir, avait été un traître notoire, jugé et condamné pour la vente de secrets d'État. Bien que ces crimes aient eu lieu il y a longtemps, alors que son fils n'était qu'un enfant, la souillure paternelle avait suivi Aedelas durant sa carrière militaire. Ce furent uniquement ses nombreuses victoires sur le champ de bataille et sa férocité particulière au combat contre les orques qui permirent à l'actuel Landenoir de monter en grade. Cependant, Arthas pouvait détecter une odeur d'alcool dans l'haleine de l'homme, même à cette heure matinale. Il suspectait que ce renseignement ne serait pas une nouveauté pour Térénas, mais il s'assurerait de le rapporter à son père. Arthas regarda en contrebas, feignant l'intérêt pour le spectacle de douzaines de gardes qui se tenaient au garde à vous. Il se demandait s'ils étaient aussi attentifs quand leur futur roi ne les regardait pas. « Je me réjouis à l'avance du combat d'aujourd'hui, dit-il. Pourrais-je voir votre Thrall à l'œuvre ? J'ai pas mal entendu parler de lui. » Landenoir sourit, son bouc parfaitement taillé se fendant pour révéler des dents blanches. Il n'était pas prévu qu'il se batte aujourd'hui, mais pour vous, votre Altesse, je vais le faire affronter les plus valeureux adversaires disponibles. 2 heures plus tard, la visite était finie, et Arthas partageait un délicieux repas avec Landenoir et un jeune seigneur nommé Caramine Langston, que Landenoir avait présenté comme son protégé. Arthas éprouva une aversion instinctive envers Langston, notant ses mains douces et son allure languissante. Au moins, Landenoir s'était-il battu à la guerre pour obtenir son grade. Ce jeune homme, qu'Arthas percevait comme un jeune homme, bien qu'en vérité Langston fût plus vieux que lui, qui avait 17 ans, avait tout reçu sur un plateau. « C'est vrai, moi aussi », pensa-t-il. Mais il savait à quel sacrifice un roi devait consentir. Langston donnait l'impression de ne s'être jamais rien refusé, pas plus qu'il ne faisait preuve maintenant de modération, choisissant les meilleurs morceaux de viande, les plus belles pâtisseries et les accompagnant de plusieurs verres de vin. Landenoir par contre mangeait peu, mais buvait bien plus que Langston. L'aversion d'Arthas pour les deux hommes fut complète quand leur servante entra et que Landenoir tendit la main pour la toucher d'un air propriétaire. La jeune fille, les cheveux dorés et simplement vêtue, avait un visage n'ayant besoin d'aucun artifice pour être beau et souriait comme si elle appréciait l'attention, mais Arthas surprit une étincelle de tristesse dans ses yeux bleus. « Voici Taressa Foxton », dit Landenoir, une main caressant toujours le bras de la jeune fille tandis qu'elle rassemblait les plats. « La fille de mon valet personnel, Thamis, que vous verrez certainement plus tard. » Arthas offrit à la jeune fille son plus charmant sourire. Elle lui rappelait un petit peu Jaina, ses cheveux éclaircis par le soleil, sa peau bronzée. Elle lui rendit fugitivement son sourire, puis regarda sagement ailleurs tandis qu'elle débarrassait la table, faisant une rapide révérence avant de partir.
Vous en aurez vite une comme ça, mon garçon, dit l'Andenoir en riant. Il fallut une seconde à Arthas pour qu'il comprenne le sens de ces mots, et puis il cligna des yeux, surpris. Les deux hommes rirent plus fort, et l'Andenoir leva son gobelet pour un toast. « Aux filles blondes !» dit-il d'une voix ronronnante. Arthas regarda à nouveau Teresa, pensa à Jaina, et se força à lever son verre. Une heure plus tard, Arthas avait tout oublié de Teresa Foxton et de son indignation sur la façon dont elle a été vraisemblablement traitée. Sa voix était enrouée à force de crier, ses mains douloureuses à force d'applaudir, et il passait le meilleur moment de sa vie. Au début, il s'était senti légèrement mal à l'aise. Les premiers combattants dans l'arène étaient de simples bêtes opposées l'une à l'autre, se battant à mort sans autre raison que l'amusement des spectateurs. « Comment sont-elles traitées avant ça ?» avait demandé Arthas. Il aimait les animaux, cela le mettait mal à l'aise de les voir ainsi utilisés. Langston avait ouvert la bouche, mais l'Andenoir l'avait fait taire d'un geste rapide. Il avait souri, se penchant en arrière sur sa chaise et cueillant quelques grains sur une grappe de raisin. « Il va de soi que nous voulons ces animaux au meilleur de leur capacité de combat, dit-il. Ils sont donc capturés proprement et plutôt bien traités, et comme vous pouvez le voir, les combats sont rapides. Si un animal survit et n'est pas capable de continuer à combattre, nous l'achevons miséricordieusement. » Arthas espérait que l'homme ne lui mentait pas. Une sensation désagréable au creux de l'estomac lui indiquait cependant que l'Andenoir lui mentait probablement, mais il l'ignora. La sensation disparut quand le combat impliqua des hommes contre les bêtes. « Les hommes sont bien payés, » dit l'Andenoir. « Ils deviennent même des célébrités locales. » Pas les orques cependant. Arthas le savait et approuvait. C'est ce qu'il attendait, l'occasion de voir au combat l'orque personnel de l'Andenoir, recueilli alors qu'il n'était qu'un bébé et élevé pour devenir un combattant dans ses arènes. Il ne fut pas déçu. Apparemment, tous les combats qui avaient eu lieu jusqu'à présent n'avaient été qu'un échauffement pour la foule. Quand les portes s'ouvrirent en grinçant et qu'une immense silhouette verte s'avança, tout le monde se leva, rugissant. Avant qu'ils s'en aperçoivent, Arthas aussi était debout et applaudissait. Thrall était gigantesque, paraissant d'autant plus grand qu'il était manifestement bien mieux portant et plus alerte que les spécimens qu'Arthas avait vus dans les camps. Il portait peu de protection et pas de casque, et sa peau verte roulait sur ses muscles puissants. Il se tenait aussi plus droit que les autres. Les acclamations étaient assourdissantes, et Thrall marcha en cercle autour de l'arène, levant les poings, tournant son visage affreux pour recevoir une pluie de pétales de rose, habituellement réservée aux jours de fête. « Je lui ai appris à faire ça, » dit l'Andenoir avec fierté. « C'est vraiment une chose étrange. La foule l'acclame, mais ils viennent à chaque fois en espérant qu'il se fera battre. » « A-t-il déjà perdu un combat ?»« Jamais, Votre Altesse, et il ne perdra jamais. Pourtant, les gens continuent d'espérer, et l'argent continue d'affluer. » Arthas le foudroya du regard. « Aussi longtemps que les coffres royaux verront arriver un pourcentage approprié de vos gains, lieutenant général, vous êtes autorisé à poursuivre les jeux. » Il se tourna à nouveau vers l'orque, l'observant tandis qu'il continuait son parcours. « Il est complètement sous votre contrôle, n'est-ce pas ?»« Absolument !» répondit immédiatement l'Andenoir. « Il a été élevé par des humains et a appris à nous craindre et à nous respecter. » Comme s'il avait entendu le commentaire, bien que ce fût impossible par-dessus les cris retentissants de la foule, Thrall se tourna vers l'endroit où Arthas, l'Andenoir et Langston s'étaient assis pour observer. Il se frappa la poitrine dans un salut et s'inclina bien bas. « Vous voyez, cette créature est totalement sous ma coupe !» ronronna l'Andenoir. Il se leva et agita un drapeau, et à l'autre bout de l'arène, un homme roux, puissamment bâti, agita un autre drapeau. Thrall se tourna vers la porte, agrippant la hache de bataille massive dont il était armé pour ce combat. Les gardes soulevèrent la lourde porte, et avant même qu'elle soit complètement ouverte, un ours de la taille d'Invincible surgit. Son pelage était hérissé, et la bête se jeta droit sur Thrall comme si elle avait été propulsée par un canon, son grondement féroce audible même par-dessus le rugissement de la foule. Thrall tint sa position, s'écartant à la toute dernière seconde et maniant l'énorme hache comme si elle ne pesait rien du tout. Il entailla le flanc de l'ours, et l'animal rugit, affolé de douleur, se retournant et souillant l'arène de son sang. À nouveau, l'orque resta sur ses positions, reposant sur l'avant de ses pieds nus jusqu'à ce qu'il se déplace avec une souplesse que sa taille ne laissait pas deviner.
il fit front à l'ours, criant des provocations d'une voix gutturale et dans un commun parfait, et abattit la hache dans un craquement. La tête de l'ours avait été presque détachée de son cou, mais l'animal continua de courir pendant un instant avant de se renverser en une masse frémissante. Thrall rejeta la tête en arrière et hurla sa victoire. La foule était en délire, Arthas observait la situation. L'orque n'avait pas une égratignure, et pour autant qu'Arthas puisse le dire, la brute n'était même pas essoufflée. Ce n'était que l'entrée en matière, dit Landenoir, souriant à la réaction d'Arthas. Maintenant, 3 humains vont l'attaquer. Il est également limité par le fait qu'il ne doit pas les tuer, juste les vaincre. C'est plus une bataille stratégique qu'un affrontement de force brute, mais je le confesse, il y a quelque chose qui m'a toujours rendu fier dans le fait de le regarder décapiter un ours d'un seul coup. 3 gladiateurs humains, tous de grands hommes puissamment musclés, entrèrent dans l'arène et saluèrent leur adversaire et la foule. Arthas observait, tandis que Thrall les jaugeait, et se demanda à quel point il était intelligent de la part de Landenoir de rendre son orque apprivoisé si bon au combat. Si Thrall s'échappait un jour, il pourrait enseigner ses compétences à d'autres orques. C'était possible, malgré la sécurité renforcée. Après tout, si Orgrim, marteau du destin, avait pu s'échapper de Fossoyeuse, au cœur même du palais, Thrall pouvait bien s'échapper de Fort de Durn. La visite d'État avait duré 5 jours. Durant l'un de ces jours, tard dans la soirée, Tharessa Foxton vint rendre visite au prince dans ses quartiers privés. Il était perplexe de l'absence de réaction de ses serviteurs quand quelqu'un frappa à sa porte et fut encore plus surpris de voir la jolie jeune fille blonde se tenir devant lui avec un plateau de friandises. Elle avait les yeux baissés, mais sa robe en révélait suffisamment pour qu'il ne sache pas quoi dire dans l'immédiat. « Monseigneur Landenoir m'envoie avec cette offrande de biens destinés à vous plaire, » dit-elle. Elle rougissait. Arthas était confus. « Je remercie ton maître, mais je n'ai pas faim, et je me demande ce qu'il a fait de mes serviteurs. » « Ils ont été invités à un repas avec les autres serviteurs, » expliqua Tharessa. Elle ne levait toujours pas les yeux. « Je vois. Eh bien, c'est gentil de la part du lieutenant général. Je suis certain que les hommes apprécient. » Elle ne bougea pas. « Y a-t-il autre chose, Tharessa ?» Les joues de Tharessa virèrent au cramoisi, et elle leva les yeux vers lui. Ils étaient calmes, résignés. « Monseigneur Landenoir m'envoie avec cette offrande de biens destinés à vous plaire, » répéta-t-elle. « Des biens que vous pourriez apprécier. » Il comprit d'un seul coup. Comprit et fut embarrassé, irrité et furieux. Il se calma avec un effort. Ce n'était pas la faute de la jeune fille, elle était celle qui subissait les mauvais traitements. « Tharessa, dit-il. Je vais prendre la nourriture, avec mes remerciements, je n'ai besoin de rien d'autre. Votre Altesse, j'ai peur qu'il n'insiste. Dis-lui que je suis satisfait. Sire, vous ne comprenez pas, si je reviens, il baissa son regard vers les mains portant le plateau, vers les longs cheveux couvrant juste ce qu'il fallait. Arthas s'avança et écarta les cheveux de la jeune fille, fronçant les sourcils à la vue des marques brunes et bleues sur ses poignets et sa gorge. « Je vois, dit-il. Entre dans ce cas. » Quand elle fut entrée, il ferma la porte et se tourna vers elle. « Reste aussi longtemps que tu le désires, puis retourne le voir. Néanmoins, il m'est impossible de manger tout cela seul. » Il lui fit signe de s'asseoir et prit une chaise en face d'elle, entamant une petite pâtisserie en souriant d'un air complice. Tharessa le regarda, ahuri. Cela lui prit un moment pour comprendre ce qu'il voulait dire, et puis un soulagement prudent et de la gratitude illuminèrent son visage tandis qu'elle versait le vin. Peu de temps après, elle commença à répondre à ses questions avec plus d'enthousiasme que quelques mots polis, puis ils passèrent les quelques heures suivantes à parler avant de se mettre d'accord sur le fait qu'il était temps pour elle de s'en retourner. Tandis qu'elle reprenait le plateau, elle se tourna vers lui. « Votre Altesse, cela me fait tant plaisir de savoir que l'homme qui sera notre prochain roi a si bon cœur. La dame que vous choisirez pour en faire votre reine sera une femme très heureuse. » Il sourit et ferma la porte derrière elle, s'appuyant contre le panneau de bois pendant un moment. La dame qu'il choisirait pour en faire sa reine. Il se rappela sa conversation avec Kalia. Heureusement pour sa sœur, Térénas avait eu des soupçons sur l'intégrité de Prestor, mais rien qui puisse être prouvé, toutefois assez pour y réfléchir à 2 fois. Arthas était presque en âge, 1 an de plus que l'âge qu'avait Kalia quand leur père l'avait fiancé à Prestor. Il supposa qu'il devrait tôt ou tard commencer à penser à trouver une reine. Il partirait demain et ne resterait pas ici 1 minute de plus.
Les frimas de l'hiver étaient dans l'air. Les derniers jours d'un glorieux automne étaient passés, et les arbres, autrefois teints de nuances d'or, de rouge et d'orange, étaient maintenant des squelettes nus se détachant sur un ciel gris. Dans quelques mois, Arthas fêterait son 19e anniversaire et serait intronisé dans l'ordre de la main d'argent, et il était plus que prêt. Son entraînement avec Muradin avait pris fin quelques mois plus tôt, et il avait maintenant commencé à s'entraîner avec Uther. C'était différent et similaire à la fois. Muradin lui avait appris à être attentif et à vouloir gagner la bataille quoi qu'il en coûte. Les paladins avaient une façon de voir la bataille plus ritualisée et se concentraient plus sur la manière d'envisager le combat que sur les réelles mécaniques du maniement de l'épée. Arthas trouvait les deux méthodes valides, bien qu'il commençât à se demander s'il aurait jamais la chance de mettre en pratique tout ce qu'il avait appris au cours d'une vraie bataille. Normalement, il aurait dû se trouver en prière à cette heure du jour, mais son père était en visite diplomatique à Stromgard, et Uther l'avait accompagné. Ce qui voulait dire que jusqu'à leur retour, Arthas avait ses après-midi de libre, et il s'agissait de ne pas les gâcher, même si le temps était loin d'être idéal. Il chevauchait facilement et familièrement invincible, tandis qu'il galopait à travers les clairières, la foulée de l'animal à peine ralentie par quelques centimètres de neige sur le sol. Il pouvait voir blanchir sa respiration et celle du grand cheval blanc, tandis qu'Invincible agitait la tête et s'ébrouait. La neige tombait à nouveau, mais pas en doux et gros flocons qui dérivaient paresseusement, c'étaient des petits cristaux durs qui cinglaient. Arthas fronça les sourcils et insista. Il irait encore un peu plus loin, puis ferait faire demi-tour, se dit-il. Il pourrait même s'arrêter à la ferme de Balnir. Cela faisait longtemps qu'il n'y était pas allé. Jorum et Jarim seraient probablement intéressés de voir le magnifique cheval que le petit poulain dégingandé était devenu en grandissant. L'envie s'étant fait jour dans sa tête, demandait maintenant qu'on lui obéisse, et Arthas fit tourner Invincible d'une subtile pression de la jambe gauche. Le cheval vira, obéissant et complètement en phase avec les désirs de son maître. La neige piquait, de petites aiguilles qui se plantaient dans sa peau exposée, et Arthas tira sa cape par-dessus sa tête pour avoir un peu plus de protection. Invincible secouait la tête, sa peau frissonnant comme lorsqu'il était ennuyé par des insectes durant l'été. Il galopa le long du chemin, allongeant le cou vers l'avant en appréciant l'effort tout en tant qu'Arthas. Ils arriveraient bientôt à l'obstacle, et peu après cela, une écurie chaude attendrait la monture et une bonne chope de thé son cavalier avant qu'ils reprennent la direction du palais. Le visage d'Arthas commençait à s'engourdir de froid, et ses mains dans ses fins gants de cuir n'allaient pas beaucoup mieux. Il serra ses doigts glacés autour des rênes, les forçant à se plier, et se ramassa tandis qu'Invincible bondissait. « Non !» se rappela-t-il. « Vola !» Ils survolèrent cet obstacle comme... Sauf qu'ils ne volèrent pas. Au dernier moment, Arthas ressentit l'hideuse sensation des sabots arrière d'Invincible glissant sur la pierre glacée. Le cheval se débattit, hennissant, ses jambes cherchant frénétiquement dans le vide. La gorge d'Arthas fut soudain rêche, et il comprit qu'il criait alors qu'une surface de pierre dentelée, et non pas l'habituelle étendue d'herbe recouverte de neige, se précipitait à leur rencontre à une vitesse mortelle. Il tira sur les rênes, comme si cela pouvait changer quoi que ce soit. Le bruit mit fin à sa stupeur, et il reprit conscience tandis que le cri à glacer les os d'une bête à l'agonie transperçait son cerveau. Dans un premier temps, il ne put bouger son corps, étant pris de spasmes. Il tenta pourtant de se rapprocher des horribles cris. Il finit par pouvoir s'asseoir, la douleur le transperça, et il ajouta son propre râle d'agonie à l'hideuse cacophonie, et se rendit compte qu'il s'était cassé au moins une côte, probablement plus. La neige avait redoublé et tombait désormais dense et lourde. Il pouvait à peine voir à 1 mètre de lui. Il ignora la douleur, tendant le cou, essayant de trouver Invincible. Ses yeux furent attirés par le mouvement et la flaque cramoisie allant en s'agrandissant qui faisait fondre la neige tout en fumant dans le froid. « Non !» murmura Arthas qui lutta pour se relever. Le monde devint noir et il perdit presque conscience à nouveau, mais il s'accrocha par la force de sa volonté. Lentement, il se fraya un chemin vers l'animal paniqué, luttant sous le vent et la neige contre la douleur qui menaçait de lui faire perdre conscience. Invincible brassait la neige ensanglantée de ses 2 jambes arrière et de ses 2 antérieures brisées. Arthas sentit son estomac se soulever à la vue des membres autrefois si longs, droits, propres et puissants, reposant maintenant selon un angle anormal tandis qu'Invincible ne cessait vainement d'essayer de se lever. Puis l'image fut miséricordieusement brouillée par la neige et les larmes chaudes qui coulaient sur ses joues.
Il avança péniblement vers le cheval, sanglotant, tombant à genoux à côté de l'animal affolé, et essayant de... Quoi ? Ce n'était pas une égratignure, à penser rapidement afin qu'Invincible puisse être mené vers une écurie chaleureuse et un bon picotin. Arthas tendit la main vers la tête de l'animal, voulant le toucher pour le calmer d'une façon ou d'une autre. Mais Invincible était fou de douleur, et il continuait de hurler. Il lui fallait de l'aide, il y avait les prêtres et Siruther, peut-être pourrait-il le soigner. Une douleur plus grande encore que la douleur physique foudroya le jeune homme. L'évêque était parti à Stromgard avec son père, tout comme Uther. Il pouvait y avoir un prêtre dans un autre village, mais Arthas ne savait pas où, et avec la tempête... Il s'éloigna de l'animal, couvrant ses oreilles et fermant les yeux, sanglotant tant que son corps entier en tremblait. Avec la tempête, il ne pourrait jamais trouver un soigneur avant qu'Invincible ne meure de ses blessures ou de froid. Arthas n'était même pas certain de trouver la propriété de Balnir, même si elle ne pouvait être loin. Le monde était blanc, à l'exception de là où le cheval mourant, qui avait eu suffisamment confiance en lui pour sauter d'un talus glacé, gisait en brassant une flaque écarlate et fumante. Arthas savait ce qu'il devait faire, et il ne pouvait le faire. Il ne pourrait jamais savoir combien de temps il resta assis là, pleurant, essayant d'oublier la vision et les cris de son cheval adoré à l'agonie, jusqu'à ce qu'enfin la lutte d'Invincible ralentisse. Il était couché dans la neige, les flancs se soulevant, les yeux révulsés, endurant depuis trop longtemps ce supplice. Arthas ne sentait plus ni son visage ni ses membres, mais parvint néanmoins à se déplacer vers la bête. Chaque respiration était une agonie, et il faisait bon accueil à la douleur. C'était de sa faute. Sa faute. Il prit la noble tête sur ses genoux, et pendant un bref instant miséricordieux, il n'était pas assis dans la neige avec une bête blessée, mais assis dans une écurie avec une jument donnant naissance à un poulain. Pendant cet instant, tout ne faisait que commencer, et n'en venait pas à cette fin choquante, écœurante, évitable. Ses larmes tombèrent sur la large joue du cheval. Invincible trembla, ses yeux bruns grands ouverts, habités d'une douleur désormais silencieuse. Arthas retira ses gants et passa la main le long du museau rose et gris, sentant la chaleur du souffle d'Invincible sur sa peau. Puis lentement, il fit glisser la tête du cheval de ses genoux, se mit debout et tâtonna de sa main réchauffée pour trouver son épée. Ses pieds s'enfoncèrent dans la flaque rouge de neige fondue, tandis qu'il se tenait au-dessus de l'animal effondré. « Je suis désolé, dit-il. Je suis tellement désolé. » Invincible le regardait calmement, avec confiance, comme s'il avait compris ce qui allait arriver et sa nécessité. Ce fut plus ce qu'Arthas ne put en supporter, et pendant un instant, les larmes assombrirent sa vision. Il cligna des yeux avec force pour les refouler. Arthas leva son épée et l'abattit d'un coup franc. Au moins, il avait frappé correctement, perçant le grand cœur d'Invincible d'un seul coup sec, avec des bras qui auraient dû être trop gelés pour ce faire. Il sentit l'épée percer la peau, la chair, racler contre l'os et s'enfoncer dans la terre en dessous. Invincible se cabra une fois, puis frémit et ne bougea plus. Jorum et Jarim le trouvèrent là quelque temps plus tard, après que la neige eut cessé de tomber si drue, blotti étroitement contre le cadavre refroidissant de l'animal, autrefois glorieux, débordant de vie et d'énergie. Tandis que l'homme âgé se penchait pour le relever, Arthas cria de douleur. « Désolé, mon garçon, dit Jorum, sa voix presque insupportablement aimable, pour t'avoir fait mal et... pour l'accident. »« Oui, dit faiblement Arthas, l'accident. Il a trébuché. » Ce qui n'est pas étonnant par ce temps. La tempête est venue trop rapidement, tu as eu de la chance d'être encore en vie. Viens, nous allons te ramener et envoyer quelqu'un au palais. Alors qu'il se retournait dans l'étreinte ferme du fermier, Arthas ajouta « Enterrez-le ici, afin que je puisse venir le voir. » Balnir échangea un regard avec son fils, puis opina. « Oui, bien sûr, c'était une noble monture. » Arthas tendit le cou pour regarder le corps du cheval qu'il avait baptisé Invincible. Il allait tous les laisser penser que c'était un accident, parce qu'il ne pourrait pas supporter de dire à qui que ce soit ce qu'il avait fait. Et il fit alors le vœu à cet instant que si quelqu'un avait un jour besoin de protection et qu'un sacrifice soit nécessaire pour le bien des autres, il le ferait, quoi qu'il en coûte, pensa-t-il. Soudain, alors que vous souhaitiez connaître la suite de cette histoire,
le parchemin vous libère de son emprise et les mots s'effacent progressivement, le document redevenant inerte. Vous vous sentez libéré mais insatisfait. Peut-être qu'un autre jour, le parchemin s'animera à nouveau. Vous décidez de le ranger en attendant le prochain appel de sa part.